pouvoir commencer. Aujourd'hui, ça va être le docteur Denis Dubuc qui fait le point de presse. Donc, il va faire un bilan de la situation, puis aussi parler du point de presse qui vient d'être donné du premier ministre et certaines mesures qui doivent être prises en considérant les règles d'hygiène. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dr Denis Dubuc. Oui, bonjour tout le monde. Maintenant, depuis à peu près 2 semaines, on peut dire que notre situation épidémiologique est stable. C'est-à-dire qu'on n'a jamais beaucoup de cas. Là, ça oscille entre 0 et 10 chaque jour pour une moyenne d'autour de 7. Là. J'en parlais déjà la semaine passée. Alors, ça continue à être le cas. Hier, on a eu 2 nouveaux cas. Alors, c'est un peu toujours on est sur ce plateau et on arrive à une nouvelle période dans la vie de l'épidémie où il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus tranquillement après avoir fermé la porte à sa propagation. On a vraiment réussi, tout le monde ensemble, à empêcher une propagation qui aurait pu être désastreuse, comme on l'a vu dans d'autres pays. Mais on a réussi à éviter ça. Maintenant, il faut quand même revenir tranquillement pour des raisons, je pense, évidentes que le Premier ministre a rappelé. Il faut revenir à un peu plus de vie un peu plus normale. Il faut reprendre les activités peu à peu. Je répète que finalement, il n'y a pas juste les maladies infectieuses qui peuvent nous rendre malades, mais il y a aussi toutes les conditions dans lesquelles on vit qui ont une influence importante sur notre santé, autant physique que mentale. Donc, il faut tranquillement retrouver l'équilibre entre continuer à empêcher le virus de se propager trop rapidement, mais en même temps retrouver une vie la plus normale possible. Et donc, la première condition, évidemment, pour que ça se poursuive, d'abord, il fallait s'assurer d'avoir stabilisé l'épidémie, comme on a fait. Il nous reste aussi à continuer à mettre dans nos vies quotidiennes les saines habitudes qu'on a apprises pour empêcher le virus de se propager d'une personne à une autre. Donc, on se rappelle, c'est quand même 3 règles assez simples. Là. On peut en rajouter des déclinaisons, mais en fait, quand on a des symptômes de toux, quand on a des symptômes de fièvre ou de difficultés respiratoires ou de perte d'odorat, on doit rester à la maison, on ne doit pas aller dans les endroits publics, on ne doit pas se promener, on ne doit pas aller travailler. C'est la première façon d'empêcher le virus de passer à d'autres personnes. La deuxième façon, c'est de se laver les mains très souvent. C'est principalement par les mains que le virus va se propager. Et puis, on se tient à une bonne distance d'au moins 2 mètres de toutes les autres personnes avec qui on ne vit pas tous les jours. Donc, quand on applique ces trois règles-là, puis vous pouvez ajouter de passer un linge de temps en temps pour qu'on vive dans un environnement qui est propre, parce que ce virus-là, il ne résiste pas aux désinfectants habituels. Donc, ces trois règles-là, il va falloir qu'on se les approprie parce qu'on va vivre avec tant qu'on n'aura pas un vaccin. Alors, vous savez bien que le vaccin, les plus optimistes sont de l'ordre de entre 6 mois et 1 an, mais la plupart des gens pensent que ça va prendre 18 mois à 2 ans pour qu'on ait un vaccin et qu'il soit déjà dans le bras du monde. Avoir un vaccin, c'est une chose. Après ça, le distribuer à tout le monde de façon efficace pour que la plupart des gens soient vaccinés, ça va prendre aussi un peu de temps. Donc, on doit se mettre en tête qu'on va vivre 2 ans avec ce virus-là. Et donc, on doit se trouver des moyens de continuer à contrôler sa propagation sans trop recourir aux mesures qu'on a prises jusqu'ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le déconfinement, le retour progressif à la vie normale. Le premier ministre a annoncé aujourd'hui ce qui en était pour ce qui est des garderies et des écoles. Il a expliqué que ça va se faire en 2 vagues selon les régions, parce que la région de Montréal n'est pas encore prête
à passer à ce stade-là. Mais la plupart des régions comme nous, on peut très bien supporter cette mesure-là. Et ça va se faire évidemment sous haute surveillance. On va continuer à surveiller tous les symptômes et tester toutes les personnes symptomatiques qui vont se manifester dans le futur. Puis on va s'assurer qu'on n'a pas une pente qui remonte. Ça se peut que ça remonte un peu, mais notre plateau actuellement il est relativement bas. On pourrait très bien avoir un plateau un petit peu plus élevé sans que ça remette en question notre système de soins, notre capacité de soigner les gens. Donc, on va gérer ça dans ce contexte-là. Demain, on aura le reste du plan, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive avec les différents secteurs économiques. On saura probablement aussi qu'est-ce qui arrive avec les points de contrôle. Mais ça sera pour discuter demain. Alors, c'est un petit peu l'introduction que je voulais faire pour pouvoir répondre ensuite à vos questions. Merci. Louis-Philippe Arsenault, TVA. Oui, bien, ma question concernant un petit peu les points de contrôle, le docteur Arruda a dit qu'on allait être moins dans la contrainte en cas de point de contrôle. Quelle personne pourra passer qui ne peut pas passer présentement? Ben, je ne sais pas quelle sera la décision finale par rapport au point de contrôle. Il y a deux façons de voir. On peut les retirer de certains endroits progressivement, puis voir qu'est-ce que ça donne. L'autre possibilité, c'est de changer les règles. Un genre de règle qui pourrait changer, par exemple, c'est que jusqu'ici, ce sont que les personnes qui ont une résidence principale qui peuvent revenir dans le territoire. On pourrait très bien introduire permettre aux gens qui ont une résidence secondaire d'y venir, par exemple. Excusez-moi. Alors, ça pourrait être un genre d'atténuation, mais je ne sais pas quelle décision va être prise. C'est vraiment au niveau national que ces choses-là vont se décider. On devrait avoir la réponse demain. Il se pourrait très bien que ce soit aussi un calendrier progressif de retrait de points de contrôle sans jouer sur les conditions. Ce serait à ce moment-là tout le monde qui répond. Merci. Gilles Philibert, Radio de. Oui, bonjour, docteur Bonny-Vigé. Ma question est la suivante. On entend beaucoup parler de l'immunité collective ou communautaire. Ça ne semble pas faire l'unanimité chez les experts parce que c'est peut-être pas la solution la plus importante. En tout cas, c'est le point de vue de certains spécialistes qui disent que ça ne nous rassure pas qu'éventuellement, il pourrait y avoir justement des gens qui ne seraient pas nécessairement immunisés. Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, écoutez, vous avez remarqué sûrement que le premier ministre n'a pas fait une condition de déconfinement. Il a bien dit que si ça arrivait qu'on pouvait avoir une immunité collective, ben ça serait un bénéfice secondaire, mais c'est pas pour ça qu'on déconfine. Alors, je pense que ça désamorce un petit peu tout ce problème-là. Honnêtement, je crois que il y a eu, on a communiqué deux choses en même temps, le déconfinement et l'immunité collective, et puis ça va un peu mêler les camps. Dans la réalité, si on prend par exemple la rougeole, pour que la rougeole ne déclenche pas des épidémies, il faut que 95% des gens dans une population soient immunisés, soit par vaccin, soit parce qu'ils ont fait de la maladie. Alors, comme on n'a pas de vaccin, il faudrait avoir pour la COVID des chiffres importants. Et c'est pas aussi contagieux que la rougeole, la COVID, mais on s'entend que c'est probablement autour de 66 à 75% des gens qui devraient être immunisés si on veut se protéger collectivement de la COVID en absence de vaccin. C'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle. Elle devient une immunité un peu artificielle quand on a le vaccin. Le problème de l'immunité naturelle, c'est que pour que ça survienne petit à petit dans la population, il faut que les gens tombent nécessairement malades, il faut qu'ils soient infectés. Il y en a un certain nombre qui pourraient être infectés sans être malades, ce qu'on appelle les asymptomatiques. Encore là, on n'a pas de données claires là-dessus. Et pour que, donc,
que si on prend, on a juste à regarder le nombre de lits qu'on a disponibles au Québec. Là, on s'est dit qu'on a libéré à peu près 6 000 lits pour accueillir les patients atteints de la COVID. Si on avait rempli ces 6 000 lits-là, jour après jour, ben, étant donné que la durée de séjour en milieu hospitalier de traitement de COVID, c'est environ 8,25 jours, les 8 jours et quart. Puis étant donné que les patients hospitalisés représentent 20% des patients réels, des gens qui sont vraiment infectés, étant donné aussi que pour atteindre les 2/3 de notre population qui serait immunisée, ça veut dire 5 100 000 personnes, ben, ça prendrait presque 1500 jours pour que, naturellement, sans dépasser les capacités de soins de nos hôpitaux au Québec, on arrive à ce seuil d'immunité naturelle. Alors déjà, juste avec des simples calculs, on voit que ça va être très long, puis c'est pas nécessairement la méthode la plus efficace si on veut arriver à quelque chose. Mais ce qui se rajoute à ça, c'est que d'un point de vue scientifique, on n'a aucune idée de cette durée de l'immunisation. On ne sait pas si l'immunité acquise après avoir fait la maladie dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, on n'en sait rien. Puis on ne sait pas le degré de protection que ça donne. Est-ce que dans les anticorps diminuent un petit peu chez la personne, est-ce qu'elle peut être susceptible à une autre infection de la même COVID, ou est-ce que si le virus mute pendant ce temps-là, si on a une mutation, est-ce que ça va protéger contre les mutations éventuelles? Donc, on est vraiment dans le flou, un grand flou, parce que c'est normal, c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de complexité dans cette question de l'immunité. Donc, c'est une autre discussion que la question du déconfinement. Ce qui est certain, c'est que si ça arrive qu'on a des gens immunisés, ben tant mieux. C'est pas pour ça qu'on déconfine. On déconfine vraiment pour prévenir les autres problèmes de santé qu'on va avoir si on reste confiné trop longtemps. Alors, il y a des risques. Pardon? Je dis, alors, il y a des risques. Oui, bien sûr. Merci. Raphaël Lapierre, CFIM. Bravo pour moi, je n'ai pas de question. Merci. Nelson Sergerie, CHNP. Oui, je veux juste revenir sur les points de contrôle. Tantôt, le docteur Arruda indiquait que ça serait moins étanche, mais en même temps, si on voyait trop d'interrégional, si on veut, il pourrait resserrer les choses. Si c'était vous qui aviez à prendre la décision, je comprends que vous allez attendre ce que Québec va dire, mais vous, qu'est-ce que vous suggériez, vous, au docteur Arruda, si vous aviez à lui faire quelques commentaires là-dessus? Moi et les collègues des directeurs et directrices de santé publique des autres régions, on va dire éloignées, là, on a recommandé de maintenir le plus longtemps possible ces points de contrôle parce qu'ils se sont montrés très efficaces et on va être beaucoup plus à l'aise de bien mesurer l'effet du déconfinement si on n'a pas en plus un bombardement de gens, de virus qui viendraient avec des gens qui viendraient des régions les plus infectées. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres considérants que les autorités nationales vont prendre en compte. Donc, ça va être un compromis entre une certaine sécurité que l'on sent, puis une nécessité que le déconfinement fonctionne, parce que peut-être il pourrait arriver qu'en termes économiques, c'est difficile de maintenir ces points de contrôle-là. Ça va créer des engorgements, etc. Donc, c'est pas nous qui allons prendre la décision, mais si vous voulez savoir ce qu'on a recommandé, oui, on a recommandé autant que possible de les maintenir le plus longtemps possible. Et quand vous dites plus longtemps possible, c'est quoi, jusqu'au début de l'été, jusqu'à l'automne? Ben, la stratégie qui serait, si j'avais personnellement à choisir, la stratégie que je suggérais, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, dans une modification des règles au point de contrôle plutôt que d'enlever les points de contrôle. À ce moment-là, on pourrait effectivement y aller plus modulé. Si on dit que, par exemple, quand on va parler de tourisme, si on dit les touristes qu'on fait rentrer pour l'instant, ce seront ceux qui font juste du camping.
des choses de même, c'est beaucoup moins de monde. On est capable de savoir qu'ils vont être plus isolés parce qu'ils s'en vont dans des grands espaces, dans des parcs et tout ça. Mais et puis aller progressivement. Une fois qu'on voit que notre épidémie tient le coup, on ouvre un autre secteur. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas nous qui décidons. Merci. Merci. Jean-Denis Girard, TV-TVA. La question a été répondue, merci. Merci. Marie-Étienne QSL. Oui, bonjour, M. Bonnet-Vigé. On parle beaucoup de ces temps-ci de déconfinement et tout ça lié aux problèmes de santé mentale. Le docteur Arruda en parle beaucoup depuis quelques jours. Là, on ouvre les écoles et les garderies dans cette optique-là en disant, on ne veut pas avoir plus de problèmes de santé mentale. En Gaspésie, vous, avec votre position, est-ce que vous avez des exemples où les problèmes pourraient avoir augmenté? Il y a la DPG, entre autres, qui nous dit que les signalements ont baissé, que ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a aussi des groupes communautaires qui nous disent qu'il y a plus de femmes qui sont à risque. Selon vous, en tant que directeur de la santé publique, est-ce que les problèmes de santé mentale en Gaspésie semblent plus nombreux à cause du confinement En même temps, mais en cause du confinement, on a moins de données. Je pense que quand la DPJ dit que le fait qu'ils avaient beaucoup moins de signalements de façon significative, c'est pas nécessairement un bon signe. C'est un petit peu la même chose là. C'est que à partir du moment où les gens n'ont plus accès ou ne font plus appel aux services de santé, on n'a plus de stats non plus, de statistiques, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on a une intuition, comme vous l'avez bien dit, les échos qu'on a des groupes communautaires, les échos qu'on a de la DPJ, etc., nous laissent croire que si on maintient trop longtemps cette pression sur le confinement, on risque de se retrouver avec des problèmes assez sérieux le jour où on va déconfiner, si ça dure trop longtemps. Mais j'ai pas de chiffres exacts, j'ai rien d'exact. C'est vraiment intuitif. Merci, Fred Parent, BFM. Oui, bonjour, docteur Bonnet-Vigé. Vous l'aviez dit vous-même tout à l'heure, là, on comprend que le coronavirus, c'est un virus qui est complexe. Il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. J'aurais une question plutôt technique en termes médicaux à vous poser, étant donné que vous êtes médecin. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance d'un article du Journal de Québec qui a été publié en fin de semaine, où on disait que l'augmentation importante du nombre d'AVC chez les adultes dans la trentaine et la quarantaine en parfaite santé inquiétait des médecins new-yorkais qui voient un lien clair avec le coronavirus. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet article-là? J'ai pas pris connaissance avec cet article-là. Là, je ne sais pas s'il parlait du fait que les gens hésitent à se rendre rapidement à l'hôpital. Parce qu'une des mesures efficaces pour contrer les complications dues aux AVC, c'est de pouvoir consulter extrêmement rapidement. Dès qu'on sent des symptômes de perte d'équilibre ou de vision double, des choses comme ça, il faut se rendre rapidement à l'urgence pour pouvoir être traité. Et peut-être qu'à cause du coronavirus, les gens hésitent à consulter. Alors, je pensais que c'était surtout ça. J'ai entendu aujourd'hui un microbiologiste parler de différentes complications qui sont rares, mais qui pourraient exister. Puis il parlait effectivement aussi d'AVC, peut-être dû directement à un facteur de coagulation que le coronavirus pourrait engendrer. Ce sont des phénomènes extrêmement rares, mais comme aux États-Unis, il y a maintenant, on sont rendus à 1 million de cas, là. Ils voient apparaître ces effets plus rares aussi. Donc, ça ne serait pas surprenant, disons. Selon l'article, oui, c'était plus en lien avec un problème sanguin, là, comme vous l'avez évoqué. Là. C'est ça. Puis j'aurais peut-être une dernière question, toujours par rapport à ce virus-là. Il y a d'autres personnes qui auraient été infectées par le virus et on dit qu'après plusieurs semaines, étaient toujours testés positifs, comme s'il y avait un peu de difficulté à se débarrasser. Le corps avait de la difficulté à se débarrasser du virus. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le virus peut être réactivé au bout d'un certain temps ou
les hypothèses sont bonnes. Il y a des gens qui ont été testés négatifs puis qu'à un moment donné sont revenus positifs. Alors, est-ce que c'est est-ce que le virus est capable de se cacher en quelque part dans le corps puis après ça de se réactiver, ou est-ce qu'ils ont été réinfectés? On ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais c'est un fait que nos tests, en tout cas actuels, sont très sensibles et ce qu'ils font, c'est qu'ils amplifient le matériel génétique du virus pour pouvoir le trouver. Et donc, on a plusieurs travailleurs de la santé à qui on exige 2 tests négatifs avant de retourner au travail. Et la grande majorité de nos travailleurs de la santé dépassent largement le 21 jours avant que ça tombe à négatif. Alors, ça veut dire que le matériel génétique reste longtemps, mais est-ce que ça reste des virus viables? On ne le sait pas non plus. Alors, il y a tout un domaine de recherche là, qui se développe autour de ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur Dr Bonnivigé. Merci. Igor Maistre, Téléversion. Oui, bonjour à vous. Le gouvernement a donc décidé d'ouvrir le robinet. On ne pourra pas dire qu'on a décidé d'ouvrir les vannes par rapport à la région. Mais compte tenu du profil socio-démographique de la région, c'est-à-dire des personnes âgées, ainsi que plusieurs institutions où on en retrouve beaucoup, est-ce qu'on pense augmenter les contrôles, les suivis, les tests? Je ne sais pas exactement quelles sont les options à partir du moment où on ouvrira sur l'extérieur de la région des visiteurs finalement. D'une part, on avait déjà, nous, augmenté la capacité de tests depuis qu'on a commencé le confinement. Là, en fait, ça fait 3 semaines au moins on a lancé un appel à toutes les personnes qui présentent des symptômes de demander à être testés. Ils sont testés chez nous. Alors, ça, c'est pas vrai dans toutes les régions. Là, c'est une particularité justement à cause de cette caractéristique de notre région où on n'avait pas de cas communautaires à l'époque. Et on a une proportion importante de personnes âgées qui sont à risque de complications. C'est vraiment, on est une des régions les plus vieilles du Québec en termes de strate d'âge. Donc, c'est pour ça qu'on teste déjà pas mal ici et qu'on est donc relativement confiant. Quand on dit qu'on a peu de transmission communautaire, c'est qu'on en a probablement vraiment très peu parce que on teste beaucoup. Et on va continuer à tester davantage. Ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va avoir bientôt accès à des tests sérologiques. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver du matériel génétique du virus qui témoigne de sa présence, on va aller tester les anticorps qui ont été développés par les personnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir si, au-delà des gens qui ont été officiellement infectés, si dans la population, on a des gens qui ont développé un début d'immunité, en tout cas qui ont des anticorps. On ne sait pas leur efficacité, mais au moins on saura s'il y en a. Donc, ça témoignera qu'ils ont été en contact avec le virus. Et ça me donnera une bien meilleure idée de la propagation du virus dans la région. Alors ça, on attend ça pour dans 3 semaines, 3 à 6, on a dit 3 semaines, mettons 3 à 6 semaines là, pour être franc. Et puis, ça va nous donner un outil supplémentaire pour suivre l'épidémie. Et excusez-moi, est-ce qu'on pense déployer davantage d'endroits pour se faire tester? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, à l'épicerie, en pharmacie ou autrement? Ça pourrait arriver aussi qu'on fasse des espèces de mini-campagnes de dépistage dans des endroits spécifiques là, pour voir pour essayer de trouver comment le virus s'est comporté. Ça pourrait arriver. Donc, on pourrait voir ça d'ici à peu près 3 semaines, 1 mois à peu près, quoi. Probablement. Entre 3 et 6 semaines, je dirais, vous pourrez commencer à voir. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'ai gagné Spec le Soleil. Oui. Pour la question du décloisonnement des régions, j'imagine que les visiteurs vont avoir une quarantaine obligatoire en arrivant ici.
Non, j'ai l'impression que s'il y a un vrai décloisonnement, ça dépend comment il va se faire, là. Mais mettons qu'on ouvre aux personnes qui ont des résidences secondaires, oui, on pourrait leur demander de faire une quarantaine, ça c'est gérable. Si on ouvre au tourisme éventuel, ça sera plus gérable. On sera dans un risque assumé que les gens qui viennent risquent d'apporter le virus. Mais on va avoir assumé qu'on est capable de gérer les petites éclosions qui vont survenir. Alors, puis si la décision d'enlever les points de contrôle est maintenue de façon, disons, on les enlève carrément, là, ben là, à ce moment-là, on ne pourra plus vraiment parler de quarantaine non plus. On pourra inviter les gens à se mettre en quarantaine quand ils reviennent de régions où ils risquent d'être infectés, mais on n'aura plus aucun moyen de contrôler si ça se fait ou pas. Merci. Adèle Arsenault, Radar. Oui, bonjour. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour en parler, mais les nouveaux plans d'ouverture des écoles et l'ouverture des entreprises m'inspirent un peu. Par rapport au déconfinement des personnes âgées de 70 ans et plus qui ne sont pas dans des CHSLD, est-ce que vous sentez venir quelque chose? Est-ce qu'éventuellement, il y aura des mesures qui pourront sortir avant la vie d'un vaccin? La seule façon qu'on pourrait relâcher un petit peu les mesures de prudence pour les personnes de 60 ans et plus, c'est si on arrive avant l'arrivée d'un vaccin, ça serait d'avoir un médicament qui nous permettrait d'éviter les complications. Ça, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi sur les médicaments. Il y a beaucoup de complications qui sont dues, semble-t-il, à une hyperréaction du système immunitaire, et non pas juste le virus lui-même. Donc, il y a des médicaments qui cherchent à travailler sur l'inactivation du virus, mais il y en a d'autres qui cherchent à réguler le système immunitaire pour qu'il y ait une réponse juste et non pas exagérée. Alors ça pourrait être des éléments qui viendraient rapprocher l'obligation de se confiner quand on est rendu à un certain âge. Sinon, il va falloir maintenir parce que le virus va circuler. Alors, quand on dit apprendre à vivre avec le virus, c'est qu'on accepte que le virus continue à circuler. De toute façon, on ne peut pas l'arrêter. Alors, il va falloir que nos personnes âgées, de 60 ans et plus, soient beaucoup plus prudentes que les autres, et surtout si elles sont atteintes de maladies chroniques, ce qui est beaucoup plus fréquent aussi chez les personnes âgées, parce qu'elles sont plus à risque de complications. Elles s'infectent pas nécessairement plus facilement que les autres, mais quand elles sont infectées, elles sont beaucoup plus malades. C'est ça qui est inquiétant. Alors, en tout cas, pour les prochains mois, les personnes âgées ne peuvent pas bénéficier beaucoup de cette ouverture parce qu'elles devront rester extrêmement prudentes. Merci. Joanne Bérubé, Radio-Canada. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Je vais revenir sur la capacité de test. Jusqu'à maintenant, vous avez fait combien de tests? Mme Duguay parlait de 200, 280 par semaine. Je voulais valider le chiffre avec vous. Puis, combien, justement, de tests ont été faits jusqu'à maintenant? Puis, en attendant les tests sérologiques, vous voulez augmenter la capacité de combien à peu près? On n'a pas de limite de capacité actuellement selon le laboratoire de Rimouski qui nous sert actuellement. Les limites qu'on a sont même pas au niveau des laboratoires ni des tests, c'est des limites de matériel de prélèvement. On est depuis quelque temps toujours proche de manquer des couvillons. Alors, ça, c'est problématique. Puis on espère que, en tout cas, si c'est vrai qu'il y a 109 000 couvillons qui sont disponibles au Québec, selon ce que le premier ministre nous a dit aujourd'hui,
J'espère qu'ils vont arriver rapidement à Gaspésie parce que on est un petit peu freinés par ça. Mais pas tant freinés parce que de toute façon, on réalise tous les tests qu'on veut faire. Mais quand les gens savent qu'ils ont pour une journée ou deux des couvillons, ben ils se restreignent un petit peu. Donc, on va être capable d'ouvrir la porte beaucoup plus largement dès que ce petit problème-là sera réglé. Est-ce que vous allez inviter des gens plus de gens à subir des tests? Ben là, pour l'instant, tout le monde qui est symptomatique devrait être testé. On avait déjà fait cette invitation-là. Ça va être plus, je crois, avec les tests sérologiques qu'on va aller chercher les gens beaucoup plus largement. Parce qu'actuellement, tester les asymptomatiques avec le test que l'on a, ça nous donne des résultats, mais ça donne aussi beaucoup de faux négatifs. Alors, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Quand on est pris pour tester des asymptomatiques, pour la présence du virus. Ça va être beaucoup plus intéressant dans 3 semaines, un mois, là, quand on aura les tests sérologiques. Là, on va mesurer des choses qu'on va pouvoir comprendre et interpréter comme il faut. Est-ce que vous avez demandé à ce que les postes de contrôle soient, donc les modifications qui se passent aux postes de contrôle soient faites de concert avec l'apparition des tests sérologiques? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Ce serait intéressant de faire le lien entre les deux, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être moi. Oui. TVA, oui. Oui. Tu peux y aller? Oui. Oui, donc le premier ministre Legault a dit tout à l'heure que si jamais justement le taux d'immunité n'était pas très fort, en fait, que les gens qui ont eu la COVID n'auraient pas des anticorps bons pour plusieurs mois, mais ça pourrait être plus difficile de développer justement un vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis si jamais il n'y a pas de vaccin, quelles sont les autres options? Si jamais on n'arrivait pas à développer un vaccin, il y a toujours l'option des médicaments. Mais le développement du vaccin et l'immunité naturelle que développe le corps quand il est en contact avec le virus, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a des vaccins qui vont aller toucher des molécules très précises à la surface du virus. Et il y a beaucoup de recherches qui se font sur essayer de développer un vaccin qui, pour l'ensemble des coronavirus, les empêcherait de pénétrer les cellules humaines. Donc, il y a plusieurs... le vaccin est capable d'être beaucoup plus spécifique et donc de donner une immunité que peut-être la seule maladie ne donne pas. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir l'espoir que les vaccins vont venir régler le problème. Et il y a vraiment plusieurs pistes. Là. On parle d'une douzaine de pistes de recherche différentes sur différentes molécules et différentes approches pour les vaccins. Merci. Une dernière question? Parfait. Donc, je comprends qu'il n'y a plus de questions. Si jamais vous avez des demandes d'entrevue, des questions, je vous par courriel. Merci. Bonne journée.